Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. En Centrafrique, Sidiki Abbas est mort des suites de ses blessures reçues lors d'une attaque en novembre. Selon son mouvement, il est le chef d'un des plus puissants groupes armés qui cherche à renverser le président Touadéra. Plusieurs personnes ont perdu la vie ce vendredi dans le déraillement d'un train bondé à l'intérieur d'un tunnel dans l'est de Taïwan. Il s'agit là du pire accident ferroviaire de l'île depuis des décennies. Le Capitole à nouveau en état d'alerte ce vendredi. Un conducteur de voiture a foncé sur des forces de l'ordre. Un d'entre eux est mort, le chauffeur aussi. C'est là les titres de ce 3 avril. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue en République centrafricaine. Sidiki Abbas, mort des suites de ses blessures reçues lors d'une attaque en novembre selon son mouvement. Accusé de crimes de guerre, il est le chef d'un des plus puissants groupes armés qui recherche à renverser le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Reportage. Dans un communiqué, le groupe 3R, Retour, Réclamation et Réhabilitation, a annoncé la triste nouvelle du décès de son président fondateur, le général Sidiki Abbas, le 25 mars, dans un centre de santé du nord du pays. Il est décédé suite aux blessures graves qu'il a subies pendant les attaques qui ont eu lieu, précisément à Bossambélé, le 16 novembre 2020, a indiqué le général Bobo, signataire du communiqué et qui a authentifié le document. Le général Bobo est le nouveau leader du mouvement 3R, ajoute le communiqué. Sidiki Abbas, de son vrai nom, Bisidi Suleiman, était l'un des principaux chefs de groupes armés de Centrafrique, plongé dans une interminable guerre civile depuis près de 8 ans. Le mouvement 3R, constitué en majorité de Peuls, avait été formé à l'origine pour défendre cette communauté d'éleveurs nomades dans le nord-ouest de la Centrafrique, où les conflits avec les paysans sédentaires sont récurrents. En avril 2019, Sidiki Abbas avait signé un accord de paix à Khartoum avec le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés. À peine 2 mois plus tard, des éléments des 3R avaient massacré 46 civils dans 3 villages proches de Paoua, une ville du nord du pays. Les meurtres de ces civils sont des crimes de guerre qui doivent faire l'objet d'enquêtes approfondies et leurs responsables doivent être traduits en justice, avait accusé l'ONG Human Rights Watch dans un rapport publié en juillet 2019 qui pointait la responsabilité de Sidiki Abbas et de son groupe 3R. Selon plusieurs sources judiciaires, le chef de guerre était visé par une enquête de la Cour pénale spéciale, un tribunal hybride chargé de juger les graves violations des droits humains commis en Centrafrique depuis 2003. Fidèle parmi les fidèles du président sortant du Niger, Mahmoud Issoufou, son successeur Mohamed Bazoum est investi ce vendredi. L'homme entend assurer la continuité à la tête du pays, un pays en crise et confronté à d'immenses défis, particulièrement celle des attaques djihadistes. Reportage. La continuité a été le maître mot de la campagne de celui qui fut le bras droit d'Issoufou durant ces 10 dernières années de pouvoir. Dans le développement de l'un des pays les plus pauvres du monde, comme dans la lutte contre l'insécurité qui n'a fait qu'augmenter récemment. On parle de plus de 300 morts dans des attaques attribuées aux djihadistes depuis le début de l'année. Pendant longtemps, les criminels embrigadés dans l'État islamique dans le Grand Sahara et UGS, affiliés à Daesh, ne s'attaquaient quasi exclusivement qu'aux forces de défense et de sécurité. Mais depuis un certain temps, ils ont commencé à s'en prendre aux chefs de village, puis progressivement aux civils de façon indiscriminée. Depuis janvier dernier, ils se livrent à des massacres de civils innocents à grande échelle, commettant à l'occasion des vrais crimes de guerre. Le terrorisme est un vrai malheur pour notre pays.
Plusieurs chefs d'État et de gouvernement d'Afrique de l'Ouest et centrale, dont le Tchadien Idriss Déby, qui vient d'envoyer 1200 soldats au Niger pour combattre les djihadistes, ont assisté à la prestation de serment de Mohamed Bazoum. La cérémonie s'est déroulée au sein du Centre international de conférence de Niamey, pavoisé aux couleurs vertes, blanches et oranges du drapeau nigérien. Partenaire privilégié dans la lutte contre le djihadisme dans les pays du Sahel, dont le Niger, la France était représentée par son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Dans l'est du pays comme dans l'ouest, le nouveau chef d'État a promis d'engager les actions qu'il faut pour mettre rapidement fin aux souffrances des populations. 4 casques bleus tchadiens de la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, ont été tués dans une attaque attribuée à des djihadistes vendredi matin contre leur camp à Aguelok, dans le nord du pays. Reportage. Les casques bleus ont vaillamment repoussé une attaque complexe perpétrée par plusieurs terroristes lourdement armés à Aguelok. Un bilan provisoire fait état de 4 casques bleus décédés et de blessés, a indiqué dans un communiqué la MINUSMA. Des hélicoptères ont été dépêchés sur place afin d'évacuer les blessés. Les assaillants ont subi de lourdes pertes, notamment plusieurs morts abandonnés sur place, selon la même source. 2 positions de nos forces ont été attaquées ce matin à Aguelok. Nous avons perdu 4 éléments, dont le chef de détachement de nos forces, et enregistré 16 blessés, a pour sa part déclaré à l'AFP une source militaire tchadienne ayant requis l'anonymat. Selon la MINUSMA, l'attaque s'est produite vers 6h15 locale et GMT dans cette localité située à un peu moins de 200 km du poste frontière avec l'Algérie. Dans un communiqué, elle salue le courage et la bravoure des casques bleus et remercie les forces internationales pour leur soutien aérien. La MINUSMA condamne fermement cette ignoble attaque terroriste, une énième tentative contre le processus de paix qui n'entamera en rien sa détermination à poursuivre l'exécution de son mandat. Pratiquement au même moment, 2 soldats maliens ont été tués et 6 blessés lors d'une attaque également attribuée aux djihadistes à Diafarabé, localité du centre du Mali située sur le fleuve Niger, selon une source militaire malienne s'exprimant sous couvert de l'anonymat. Les Libériens ont rejeté lors d'un référendum tenu en décembre 8 amendements constitutionnels présentés par le président George Weah. Les amendements auraient notamment réduit le mandat du chef de l'État et autorisé la double nationalité, a annoncé la Commission électorale nationale. Reportage. Environ 2,5 millions d'électeurs avaient été appelés à se prononcer le 8 décembre sur ces 8 amendements, dont un réduisant la durée du mandat présidentiel de 6 à 5 ans et un autre, celui des sénateurs, de 9 à 7 ans. George Weah, ancien attaquant vedette du PSG et de l'AC Milan, s'était engagé en faveur du oui, en affirmant que de nombreux dirigeants restaient à ses yeux trop longtemps au pouvoir. Les 8 propositions ont recueilli plus de 50% de oui, mais aucune n'a atteint le seuil constitutionnel des 2 tiers pour être approuvée, a annoncé lors d'une conférence de presse la présidente de l'ANEC. Les résultats ont été annoncés avec 4 mois de retard en raison de recours introduits après des violences survenues le jour du référendum qui était couplé à des élections sénatoriales partielles. L'échec du référendum est un revers pour George Weah. Il avait soulevé un immense espoir en 2018 en accédant au pouvoir dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, toujours marqué par la guerre civile de 1989-2003 et de l'épidémie d'Ebola de 2014 à 2016, mais son étoile a pâli depuis en raison de son incapacité à redresser l'économie. Lors de la campagne, ses adversaires lui avaient attribué la volonté d'arguer de la révision de la Constitution pour tenter de se représenter au-delà de ses 2 mandats légaux, comme l'ont fait récemment ses voisins guinéens, Alpha Condé et ivoiriens, Alassane Ouattara. Son entourage a démenti. Le référendum visait aussi à autoriser la double nationalité, une question qui divise la société de la plus ancienne République d'Afrique noire, fondée au XIXe siècle sous l'impulsion des États-Unis pour accueillir des esclaves noirs affranchis et à contribuer à la guerre civile. Les partisans de la proposition espéraient qu'en donnant accès à la propriété au Libéria aux futurs binationaux, elle encouragerait les investissements dans l'un des pays les plus pauvres du monde. Aux États-Unis, le Capitole à nouveau en état d'alerte ce vendredi. Un conducteur de voiture a foncé sur les forces de l'ordre. L'un d'entre eux est tué sur le coup, le chauffeur également. Des membres de la garde nationale sont déployés dans une rue près du Capitole américain après que 2 policiers ont été heurtés par une voiture près du bâtiment. 3 mois après l'assaut meurtrier du Capitole,
Le siège du Congrès américain a de nouveau été placé sous alerte vendredi lorsqu'une voiture a foncé sur des policiers, blessant 2 agents avant qu'un suspect soit interpellé. Le conducteur de la voiture est mort à l'hôpital où il avait été transporté après son arrestation, ont affirmé plusieurs médias américains. L'enceinte du Capitole avait été placée sous très haute protection après l'attaque du 6 janvier menée par des manifestants pro-Trump. Certaines des barrières de protection avaient été retirées récemment et le périmètre de sécurité resserré autour du siège du Parlement américain. En début d'après-midi, la police du Capitole a annoncé être intervenue après avoir été informée que quelqu'un avait foncé avec un véhicule sur 2 agents. Un suspect a été arrêté, a précisé la police sur Twitter. Les 2 agents sont blessés. Tous les 3 ont été amenés à l'hôpital. Des tirs ont retenti au moment de l'interpellation du suspect, selon des médias. Le suspect aurait brandi un couteau en sortant du véhicule, d'après des journalistes. Les faits se sont produits près d'un point de contrôle du côté du Sénat. Les élus du Congrès sont en vacances parlementaires cette semaine, mais certains membres de leurs équipes, des employés du Congrès et des journalistes étaient présents. Un hélicoptère s'est posé un temps sur l'esplanade au pied du Capitole, puis est reparti, selon les images d'un journaliste filmé depuis l'intérieur. Plusieurs personnes ont perdu la vie ce vendredi dans le déraillement d'un train à l'intérieur d'un tunnel dans l'est de Taïwan. Il s'agit d'un pire accident ferroviaire de l'île depuis des décennies. Le déraillement du train aurait été causé par un engin de chantier qui, après avoir glissé d'un talus, a heurté le train qui s'apprêtait à entrer dans un tunnel près de la ville de Hualien, sur le littoral. L'accident s'est produit sur la ligne ferroviaire orientale de Taïwan vers 9h30, soit 1h30 GMT, près de la ville côtière de Hualien. L'Agence nationale de lutte contre les incendies fait état de plusieurs morts. Les blessés ont quant à eux été transportés à l'hôpital. Il y avait un engin de chantier qui n'avait pas été garé correctement et a glissé jusqu'à la voie ferrée, a déclaré aux journalistes Tse Ting Sien, responsable de la police du comté de Hualien. C'est notre première conclusion et nous tentons de clarifier la cause de l'incident, a-t-il ajouté. La présidente Tse Ing-wen a ordonné aux hôpitaux de se préparer à accueillir de nombreuses victimes. La priorité absolue est maintenant de secourir les personnes bloquées, a indiqué le bureau de la chef de l'État dans un communiqué. Sur des images de la Croix-Rouge taïwanaise, des sauveteurs munis de casques et de lampes marchent sur le toit du train accidenté à l'intérieur du tunnel pour atteindre les survivants. En milieu d'après-midi, plus personne ne se trouvait encore dans les wagons. Les personnes qui avaient pris place à l'arrière du train semblent avoir été relativement épargnées. Ce train, qui transportait quelques 350 passagers et comportait 8 wagons, reliait Taipei à la ville de Taitung, située au sud-est de l'île. L'accident s'est produit au premier jour de la fête annuelle du balayage des tombes, un long week-end férié au cours duquel les routes et les voies ferrées de Taïwan sont généralement bondées. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon week-end en compagnie de nos programmes.